La guerre, c'est l'acier. La guerre, c'est le blindage. C'est le bruit assourdissant des rivets, la puissance brute du métal. Du moins, c'est ce que les grands états-majors croyaient. En 1939, pour construire une arme, il fallait du fer. Pour construire un bombardier, il fallait des tourelles, des mitrailleuses et une armure épaisse pour encaisser les coups. Quiconque proposait autre chose n'était pas seulement un original. Il était un fou. Un traître à la logique de la guerre. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un de ces fous. Un ingénieur français dont le nom a été effacé des grands livres d'histoire. Un homme qui, en 1938, a présenté un plan si radical, si rejeté de la main, qu'il fut chassé du ministère de l'Air. Son idée, un avion sans armure, un avion sans mitrailleuse, un avion en bois. Une idée folle jugée suicidaire. Mais cet avion, né du mépris de l'establishment français, allait devenir le cauchemar personnel d'Hermann Göring. Il allait devenir une obsession pour la Luftwaffe. C'était un fantôme. Un avion qui ne pouvait pas exister selon leurs propres règles. Un avion qui, par sa simple conception, a trompé les radars, trompé les chasseurs et trompé la logique même de la guerre aérienne. C'est l'histoire d'une revanche. La revanche de l'homme le plus intelligent de la pièce, celui que personne n'a voulu écouter. Avant de découvrir comment ce cercueil volant est devenu l'arme secrète la plus redoutable du ciel, prenez un instant pour soutenir notre chaîne. Si vous aimez ces histoires de génies méconnus, abonnez-vous dès maintenant. Laissez un like sur cette vidéo pour que l'on sache que vous appréciez. Et dites-nous, de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous? Nous adorons lire vos commentaires. Mon nom est Étienne Varine. Et je suis un homme en colère. Mais en cette année 1938, dans les couloirs feutrés du ministère de l'Air à Paris, la colère est une émotion que l'on doit dissimuler, surtout lorsque l'on est un simple ingénieur civil, un technicien sans galon, venu de l'industrie privée du meuble et de la construction navale légère. Je ne suis pas un constructeur aéronautique. Je n'ai pas le prestige d'un Blériot, d'un Potez ou d'un Bloch. Je suis un homme du bois. Je comprends la colle, la résine, le contreplaqué moulé. Je comprends la force cachée dans la légèreté. Et c'est précisément ce qui fait de moi un hérétique. Je suis convoqué devant le Conseil supérieur de l'armement aérien. La salle est immense, conçue pour intimider. L'air sent la cire d'abeille et l'arrogance. En face de moi, 3 généraux. Des hommes dont le visage est figé dans la certitude de 1918. Ils croient à l'acier, ils croient aux cuirassés du ciel, aux bombardiers lourds, hérissés de tourelles, protégés par des plaques de blindage. Ils viennent de commander par centaines le Lioré et Olivier 451, le Bloch 131. Des machines lourdes, complexes, lentes. Des cibles. J'étale mes plans sur la grande table en chêne. Mes mains sont moites, mais elles ne tremblent pas. Je n'ai pas le droit de trembler. Mon projet, je l'appelle le SILF. Le SILF, cet esprit de l'air, invisible et intouchable. Le général Dupont, le plus ancien, lève à peine les yeux, son regard s'attardant sur la première page. Son mépris est palpable. « Alors, monsieur Varine, dit-il d'une voix pâteuse, c'est vous l'homme des avions en bois ?» Le mot « bois » est prononcé comme une insulte. « Oui, mon général. » Je réponds, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Précisément, un avion entièrement construit en contreplaqué de bouleau et en balsa, collé sous pression. Une coque monocoque. La structure la plus légère, la plus aérodynamique et la plus résistante jamais conçue. Un des aides de camp, un jeune colonel aux yeux froids, ricane. Du contreplaqué, comme les jouets de nos enfants? Nous sommes en 1938. Monsieur, pas en 1916. L'ère des biplans en toile et en bois est terminée. L'avenir est au métal. L'Allemagne construit des bombardiers entièrement en duralumine. C'est là que vous vous trompez, mon colonel. Je rétorque, sentant la colère monter. Je suis rejeté, avant même d'avoir commencé. Le métal se déforme, le métal se déchire, le métal ajoute du poids. Chaque rivet, chaque plaque de blindage, c'est du poids. Et le poids, c'est l'ennemi. L'ennemi numéro 1. J'attrape mon plan principal. Le SILF est un bombardier. Mais c'est un bombardier d'un nouveau type. Il est propulsé, non pas par 2, mais par 2 moteurs d'exception.
Je suggère les nouveaux Hispano-Suiza 12 UIK, ou mieux, si nous pouvons obtenir la licence, les Rolls-Royce Merlin. 2. Dans une cellule qui pèse la moitié du poids de celle du bloc 131. Je les regarde, un par un. Vous voyez ce que cela signifie? La vitesse. Une vitesse que vos ingénieurs jugent fantaisiste. Le général Dupont lève un sourcil. Et quelle est cette vitesse fantaisiste, monsieur? Je prends une profonde inspiration. Plus de 600 km à l'heure, mon général. Un silence de mort s'abat sur la salle. 600 km/h. C'est plus rapide que le Messerschmitt 109 allemand. C'est plus rapide que tous les chasseurs actuellement en service dans le monde. C'est impossible. Le jeune colonel éclate de rire. Un rire sec, insultant. 600 km/h? Avec un bombardier? Mais c'est absurde. Vous êtes un poète, monsieur Varine, pas un ingénieur. Et ce n'est pas tout. Je continue, ma voix tremblant de passion. À cette vitesse, il n'a pas besoin de blindage. Il n'a pas besoin de tourelles. Il n'a pas besoin de mitrailleurs. Je tape sur le plan. Regardez, l'équipage est de 2 hommes. Un pilote et un navigateur bombardier, assis côte à côte, c'est tout. Pas de poste de queue, pas de tourelle ventrale, rien. C'est un avion lisse. C'est l'hérésie suprême. Un bombardier sans armes défensives. Le général Dupont devient blême. Il se lève. Aucune arme. Monsieur Varine, vous êtes-vous seulement rendu compte que vous parlez de la guerre? Vous voulez envoyer nos courageux aviateurs au-dessus de l'Allemagne dans un cercueil volant en bois, sans même une mitrailleuse pour se défendre? C'est plus qu'une idée folle. C'est un meurtre. C'est une trahison. Je tente de me justifier. Mon général, il n'a pas besoin d'armes parce qu'il ne sera jamais rattrapé. Il est trop rapide. Un chasseur ennemi ne pourra pas l'intercepter. Le Sylph arrive, largue ses bombes, et il est reparti avant même que la Flak n'ait eu le temps de régler ses canons. C'est la vitesse qui est son armure. La légèreté est son bouclier. Mais ils ne m'écoutent plus. Ils se regardent entre eux. Ils ont vu ce qu'ils voulaient en voir. Un civil excentrique, un bricoleur de meubles, qui leur propose une régression. Un avion en bois. Une insulte à l'industrie aéronautique française. Le général Dupont rassemble mes plans. Il ne les roule pas. Il les plie, brisant les lignes que j'avais mis des mois à tracer. Il me les tend. Monsieur Varine, votre projet est rejeté. Il est l'antithèse de la doctrine militaire française. Nous avons besoin de puissance de feu, de blindage, d'acier. Pas de veau. Caprice d'ébéniste. L'armée de l'air a des choses sérieuses à faire. Ne nous importunez plus. Il me tourne le dos. C'est la fin. Je suis chassé. Je sors du ministère, mes plans brisés sous le bras. Le rire du jeune colonel résonnant encore dans mes oreilles. Un avion en bois. Et sans armes. Le fou. Je marche sous la pluie parisienne, ma colère se mêlant à une tristesse infinie. Ils ne voient pas. Ils sont aveugles. Et leur aveuglement va coûter la France. Mais mon idée, je le sais, est juste. Et si la France n'en veut pas, quelqu'un d'autre en voudra. Je suis retourné à mon atelier, mais le cœur n'y était plus. 1939, puis l'hiver 1940. La drôle de guerre. Un silence de mort sur le front. Un silence qui couvrait l'arrogance de l'état-major. Le général Dupont et ses semblables étaient satisfaits. Leurs lignes Maginot tenaient bon. Leurs cuirassés du ciel en acier, les blocs et les liorets patrouillaient le ciel sans opposition, leur blindage impressionnant brillant au soleil d'hiver. Mon Sylph, mon cercueil volant en bois, est devenu une blague amère entre moi et les quelques amis qui me restaient. J'ai essayé de l'oublier. J'ai essayé de me convaincre qu'ils avaient raison, que la guerre c'était l'acier, que j'étais un ébéniste et pas un stratège. Mais la nuit, je faisais des cauchemars. Je voyais les Messerschmitt 109. Je connaissais leurs performances. Ils étaient plus rapides que nos chasseurs et infiniment plus rapides que nos bombardiers. L'équation était simple. Si la vraie guerre commençait, nos bombardiers n'atteindraient jamais leur cible. Ils seraient abattus avant. L'acier contre l'acier? Non. L'acier rapide contre l'acier lent. Le 10 mai 1940, la blague s'est arrêtée. La réalité a fait irruption. Ce ne fut pas une guerre. Ce fut une démolition. La Blitzkrieg. L'Allemagne n'a pas attaqué la Maginot. Elle l'a contournée. Et dans le ciel, ce fut pire. Ce fut exactement le scénario que j'avais prédit, mais en plus rapide, en plus sanglant. Les blocs 131, ces forteresses volantes dont le colonel était si fier.
Des cibles. Des cibles lentes, lourdes, pataudes. Les As de la Luftwaffe n'avaient même pas besoin de viser. Ils les abattaient par dizaines. Les mitrailleurs de queue, dans leurs tourelles blindées, n'avaient pas le temps de réagir. Ils mouraient, prisonniers de cet acier qui était censé les protéger. Le cran français, l'élan dont parlait le général Vautour dans ma vision précédente, il s'est brisé contre la vitesse pure. Nos pilotes étaient héroïques. Ils mouraient en héros. Mais ils mouraient. Et ils mouraient parce que leurs machines étaient des dinosaures. Ils mouraient à cause du général Dupont. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Je n'ai pas pensé, je vous l'avais bien dit. J'ai ressenti une nausée, une culpabilité. J'aurais dû crier plus fort. J'aurais dû les forcer à m'écouter. Paris, début juin, l'air sent la fumée. Les routes sont noires de réfugiés. L'exode. L'armée française est en déroute totale. Le gouvernement fuit. Le chaos. Et une nouvelle peur s'empare de moi. Une peur plus froide, plus égoïste. Les Allemands seront à Paris dans quelques jours. Ils vont tout prendre. Ils vont prendre les usines, les ateliers. Ils vont prendre mon atelier. Mes plans. Mon prototype à l'échelle. Au début, j'avais peur qu'ils ne le détruisent. Mais soudain, une pensée terrifiante m'a frappé. Et s'ils ne le détruisaient pas? Et s'ils le comprenaient? Les ingénieurs allemands ne sont pas des généraux français arrogants. Ils ne sont pas bloqués en 1918. Ce sont les hommes qui ont créé le 109, le Stuka. Ce sont des hommes qui comprennent la vitesse. Des hommes comme Willy Messerschmitt, comme Ernst Heinkel. S'ils trouvent mes plans, s'ils voient ma coque en bois moulé, s'ils comprennent la philosophie du SILF, la vitesse et l'armure, ils ne riront pas. Ils le construiront. Ils le construiront avec leur propre moteur, des Daimler-Benz. Ils créeront un bombardier que rien ne pourra intercepter. Ils l'enverront sur Londres, et la guerre sera terminée. Mon idée folle, mon caprice d'ébéniste, rejeté par la France, allait devenir l'arme qui assurerait la victoire finale du Reich. Je ne pouvais pas le permettre. Mon invention ne devait pas tomber entre leurs mains. La nuit du 10 juin, alors que le son du canon se rapprochait de la capitale, j'ai agi. Je suis retourné à mon atelier, rue de la Convention. L'endroit était vide, abandonné. J'ai regardé mes créations, le modèle de coque, si lisse, si parfait. J'ai pris une hache. J'ai tout détruit. J'ai pleuré en le faisant. J'ai fracassé mon propre rêve. J'ai détruit la chose la plus belle que j'ai jamais créée. J'ai fendu le bois, j'ai brisé les moules. J'ai mis le feu à mes carnets de calcul, à des années de recherche. J'ai tout brûlé. Sauf une chose, un unique jeu de microfilm. J'avais anticipé. J'avais photographié chaque plan, chaque calcul, chaque page de notes. Je les ai mis dans une petite boîte en fer blanc, une boîte à bonbons. J'ai pris mon manteau, mon vélo, et j'ai rejoint l'Exode. Je n'étais plus un ingénieur. J'étais un fugitif. Ma mission n'était plus de convaincre la France. C'était de sauver mon idée de la France et des Allemands. J'ai pédalé vers le sud. J'ai rejoint le chaos sur les routes. J'ai vu les Stuka plonger, j'ai sauté dans les fossés, j'ai vu la défaite de près. J'ai finalement atteint Bordeaux. La ville était un pandémonium. Le gouvernement s'y noyait dans son propre déshonneur. Je devais trouver un bateau, n'importe lequel, pour l'Angleterre. C'était le seul endroit. Eux, au moins, ils se battaient encore. Eux, ils avaient les moteurs Rolls-Royce Merlin dont mon SILF avait besoin. J'ai trouvé une place sur un cargo polonais, le SS Sobieski, qui évacuait les restes de l'armée polonaise. J'ai menti. J'ai dit que j'étais un mécanicien essentiel. Je n'avais que ma boîte à bonbons, cousue dans la doublure de ma veste. Quand nous avons quitté la Gironde, j'ai regardé la France disparaître. Je n'ai pas pleuré. J'étais vide. J'ai échoué. J'ai été rejeté. Quand nous sommes arrivés à Plymouth, j'ai été accueilli non pas en allié, mais en suspect. J'étais un froggy. Un cheese-eating surrender monkey, avant l'heure. Mon pays venait de s'effondrer en 6 semaines. J'ai été interrogé par des hommes froids du MI5. Qui êtes-vous? Étienne Varine, ingénieur. Qu'y a-t-il dans la boîte? Des plans, un avion. J'ai essayé d'expliquer. Un avion en bois, 600 km/h, sans armes. L'officier britannique a soupiré. Il avait l'air fatigué, il n'a pas ri. C'était pire, il était indifférent. Un autre fou, ai-je lu dans ses yeux.
Ils ont pris ma boîte pour analyse. Ils m'ont envoyé dans un camp de triage pour réfugiés. J'étais libre, mais j'étais à nouveau un rejeté. Ma revanche, mon arme secrète, était maintenant perdue dans le labyrinthe de la bureaucratie britannique, alors que la bataille d'Angleterre commençait à faire rage au-dessus de ma tête. Je suis resté dans ce camp pendant des semaines, qui sont devenues des mois. L'été 1940, Londres brûlait. La bataille d'Angleterre. Depuis notre camp près de Croydon, nous pouvions voir les traînées de condensation, ces cicatrices blanches dans le ciel bleu, le score de la journée. Nous entendions le vacarme des moteurs Merlin, ce son magnifique, ce son que j'avais réclamé pour mon Sylph, et le toc-toc-toc sec des canons hispano. Je voyais les Spitfire et les Hurricanes, ces pur sang magnifiques. Mais je voyais aussi le problème. L'Angleterre gagnait, mais à quel prix? De justesse. Elle gagnait parce que ses pilotes étaient des héros, et parce que l'ennemi faisait des erreurs stratégiques. Mais l'industrie de guerre britannique était à genoux. Le Blitz martelait les usines. Et surtout, il y avait une pénurie. Une pénurie que je comprenais mieux que personne. L'aluminium. L'aluminium était devenu plus précieux que l'or. Il fallait des tonnes d'alliage léger pour construire un seul Spitfire, un seul Lancaster. L'Angleterre manquait d'acier, manquait d'alliage. Les gens donnaient leur casserole en aluminium pour l'effort de guerre. Et moi, j'étais là, assis dans la boue, sachant que j'avais la solution. Un avion fait de bois, un matériau que l'Angleterre possédait en abondance ou qu'elle pouvait importer facilement du Canada. Un matériau que l'on pouvait travailler dans des ateliers non stratégiques, des usines de meubles, des fabriques de pianos, des ateliers de charpentiers navals. Mon Sylph n'était pas seulement une révolution tactique, c'était une révolution industrielle. J'ai écrit des lettres frénétiques au directeur du camp, au ministère de la production aéronautique, à n'importe qui. Avion en bois, pas d'aluminium. No aluminium. Très vite. Very fast. Mes lettres étaient le délire d'un froggy désespéré. Mais le destin, parfois, a un sens de l'ironie exquis. Au même moment, un autre homme en Angleterre se battait contre les mêmes généraux que moi. Il s'appelait Geoffrey de Havilland, un constructeur aéronautique visionnaire, un homme qui, comme moi, avait fait ses preuves dans la course à la vitesse pure avec son avion Comet. Lui aussi avait une idée folle. Il l'appelait le DH-98, un bombardier rapide, bimoteur, sans armes défensives, construit entièrement en bois. Il était, lui aussi, en train de se faire rejeter. Le ministère de l'Air britannique, tout comme le français, lui disait « Pas d'armes, du bois. C'est une régression, Geoffrey. Nous avons besoin de bombardiers lourds, des quadrimoteurs. » De Havilland était au bord de l'abandon. Et c'est là que ma boîte à bonbons est réapparue. Un analyste du MI5, enfin chargé de mon dossier, a fait développer les microfilms. Ce qui est apparu n'était pas le gribouillis d'un fou. C'étaient des plans d'une ingénierie sublime, des calculs de résistance des matériaux que les Britanniques eux-mêmes commençaient à peine à explorer. Mon travail sur la coque monocoque en bois moulé, utilisant des cols à la résine synthétique, formaldéhyde, que j'avais aidé à développer, était en avance de 10 ans sur tout ce qu'ils avaient. L'analyste du MI5 n'y comprenait rien. Mais il a vu le mot Rolls-Royce Merlin et le mot 600 km/h. Il n'a pas envoyé les plans au ministère de l'Air, ce repère de généraux conservateurs. Il l'a envoyé à un homme qu'il connaissait personnellement, un homme que le gouvernement commençait à peine à écouter, un homme qui cherchait désespérément un moyen de contourner la pénurie d'aluminium. Lord Beaverbrook, le ministre de la production aéronautique. Beaverbrook n'était pas un soldat. C'était un industriel. Il a vu mes plans, il a vu les matériaux. Il a vu une solution à son plus grand problème. Une voiture noire, une Humber, est arrivée au camp. Pas une voiture de police, une voiture de ministre. On m'a sorti de la tente, moi, Étienne Varine, sale, mal rasé, portant des vêtements de réfugié. On m'a conduit à une vitesse folle à travers la campagne anglaise, jusqu'à un endroit secret, Hatfield House, le quartier général de la de Havilland Aircraft Company. On m'a fait entrer dans un hangar, loin des bâtiments principaux. À l'intérieur, il y avait un homme, élégant malgré sa blouse de travail, qui regardait une maquette en bois sur une table. C'était Geoffrey de Havilland. Il s'est tourné vers moi. Le traducteur du ministère a commencé « Monsieur Varine, voici Sir Geoffrey ». De Havilland l'a interrompu d'un geste de la main.
Il m'a regardé, moi, le Français en haillons. Et il a vu, non pas un réfugié, mais un égal. Il a pointé mes microfilms, développés en grand plan, étalés sur une autre table. Puis il a pointé sa propre maquette, le DH-98. Les deux avions étaient datés presque identiques. La même philosophie, la même idée folle. Deux grands esprits, séparés par la Manche, avaient eu la même révélation. Vous, a-t-il dit, en me pointant du doigt. Puis il a pointé ses propres plans. Moi. Puis il a pointé les officiers du ministère de l'Air qui l'accompagnaient, avec un regard de mépris que j'ai immédiatement reconnu. Eux, des imbéciles. J'ai souri. C'était la première fois que je souriais depuis des mois. J'ai hoché la tête. Oui, ai-je dit en français. Des imbéciles. Des généraux. Nous n'avions pas besoin de traducteurs. Il s'est approché de moi. Il a pointé un détail sur mes plans, un calcul sur la torsion de la coque en balsa. Comment ? A-t-il demandé en anglais. Avez-vous résolu le problème de la compression du longeron arrière ? J'ai pris un crayon. J'ai commencé à dessiner sur son propre plan. Je lui ai montré ma solution pour le lameller-coller. Il m'a regardé, stupéfait. Puis il a ri. Un vrai rire. Mon Dieu, vous l'avez fait. Vous l'avez vraiment fait. Le rejeté venait de trouver son église. Le ministère britannique, sous l'impulsion de Beaverbrook et de Haviland, a pris une décision qui allait changer la guerre. Ils ont fusionné les projets. Ou plutôt, ils ont mis mon savoir-faire, mon expertise unique du bois moulé, au service du DH-98. Je n'étais plus Étienne Varine, l'ingénieur français rejeté. J'étais devenu l'arme secrète de l'avion secret. Hatfield est devenu ma nouvelle maison, mais ce n'était pas une usine. C'était un camouflage. Geoffrey de Haviland, avec une ruse que j'admirais, savait que le ministère de l'Air, cet establishment de l'acier, ne leur donnerait jamais les ressources prioritaires. Alors nous n'en avons pas demandé. L'ordre officiel était de mettre fin au projet DH-98. Publiquement, l'avion en bois était mort, tout comme mon Sylph. Mais secrètement, dans un bâtiment isolé et gardé, le bâtiment Salisbury Hall, le projet le plus révolutionnaire de la guerre commençait. Et il n'était pas construit par des ingénieurs aéronautiques, il était construit par mes gens, des ébénistes, des fabricants de pianos, des charpentiers de marine, des artisans du bois que j'ai aidé l'équipe de Haviland à recruter dans tout le pays. C'était la conspiration des ébénistes. Je n'étais plus un ingénieur en chef. J'étais un maître artisan, un compagnon du devoir. Je travaillais en bleu de travail, les mains dans la colle et la sciure. Et c'est là que mon expertise, celle que le général Dupont avait ridiculisée, est devenue la clé. Les ingénieurs de Haviland comprenaient les ailes et les moteurs. Moi, je comprenais le matériau. Je leur ai montré comment mon Sylph avait été conçu. Je leur ai montré les secrets du bois moulé. Comment prendre des feuilles de contreplaqué de bouleau, fines comme du papier, et les coller sur des moules en bois de forme parfaite. Comment insérer entre ces deux pots de bouleau une âme en balsa, oui, ce bois si léger des modèles réduits, pour créer un sandwich structurel d'une légèreté et d'une rigidité que l'aluminium ne pouvait égaler. J'ai introduit les colles à résine synthétique que j'avais perfectionnées, la colle à caséine et le beetle qui soudait le bois au niveau moléculaire. Nous n'avions pas de rivets, nous n'avions pas de plaques de métal, nous avions des coques lisses, parfaites, aérodynamiquement pures. L'avion était littéralement cuit comme un gâteau, dans des demi-coques, puis les deux moitiés étaient collées ensemble. C'était de l'artisanat devenu une arme de guerre. L'avion, que nous avons commencé à appeler le Mosquito, n'était pas seulement rapide sur le papier, sa construction même était une arme secrète. Il était invisible à l'industrie. Et, comme nous allions bientôt le découvrir, il était presque invisible à l'ennemi. Le 25 novembre 1940. 9 mois seulement après le début de notre conspiration. Le prototype, peint en jaune vif de reconnaissance, est prêt. 9 mois. L'industrie de l'acier aurait à peine réussi à fabriquer les outils de presse. Nous, les ébénistes, avions construit un bombardier. Le pilote d'essai est le fils de Geoffrey de Haviland Jr. L'ambiance est tendue. Quelques officiels du ministère sont là, sceptiques, prêts à voir le cercueil en bois se désintégrer. L'avion est si léger, si fin. Il n'a pas l'air méchant. Il a l'air élégant. Il n'a pas d'armes. Il n'a pas de tourelle. C'est mon Sylph qui prend vie. Les deux moteurs Merlin.
Les mêmes que ceux du Spitfire rugissent. L'avion s'élance. Il ne décolle pas. Il saute dans les airs, en moins de 400 mètres. Il grimpe comme un chasseur. Puis, de Havilland Jr. le pousse. Nous écoutons la radio. Sa voix est calme. 300 miles par heure. 350. Puis un cri de joie pure. 388 miles par heure. C'est incroyable. Il est plus rapide que le Spitfire. Un silence de mort s'abat sur les officiels. Un avion en bois. Un bombardier. Plus rapide que le meilleur chasseur de la RAF. J'ai regardé Geoffrey Senior. Il ne disait rien. Il souriait. Le rejeté français et le rejeté anglais venaient de donner naissance à l'avion le plus rapide du monde. Mais la Luftwaffe n'avait pas peur d'un prototype jaune. Le véritable test viendrait. La production a été lancée, en secret. L'avion a été conçu pour être produit en pièces détachées par des centaines de petits ateliers de meubles à travers le pays. L'ennemi, qui bombardait les grandes usines d'aviation, ne pouvait pas arrêter la production du Mosquito, car elle était partout et nulle part. Elle était cachée dans des granges, des garages, des usines de pianos. Et puis, le jour est venu. Le 25 septembre 1942. L'opération Oslo. C'est le jour où l'avion qui n'existait pas allait se présenter au monde. 4 Mosquito Mark A4, des bombardiers, sans armes, sans blindage. Mon Sylph. Leur mission? Une mission que seul cet avion pouvait accomplir. Un raid de jour, à très basse altitude, sur le quartier général de la Gestapo au cœur d'Oslo, en Norvège occupée. Un vol de 1000 km au-dessus de la mer du Nord. Un suicide pour n'importe quel autre avion. J'étais dans la salle de contrôle ce jour-là. L'attente était insupportable. Ils sont partis. Ils ont volé si bas que les vagues léchaient le ventre en bois de leurs avions. Ils sont arrivés à Oslo à l'heure du déjeuner. La Luftwaffe, elle n'a rien vu. Les radars allemands de l'époque, les Freya, étaient conçus pour détecter le métal. Ils n'étaient pas conçus pour détecter un avion fait de bois, de colle et de balsa. Pour les radars, le Mosquito était un fantôme. Il n'existait pas. Il n'est apparu sur leurs écrans qu'au dernier moment, comme une perturbation vague. Trop tard. Les Focke-Wulf 190 alertés en panique ont décollé. Ils ont vu les Mosquitos s'éloigner, à la même altitude qu'eux. Ils les ont poursuivis. Et c'est là que l'impossible s'est produit. Les pilotes allemands ont poussé leurs moteurs à fond. Ils étaient dans les meilleurs chasseurs du monde. Et ils n'arrivaient pas à rattraper les bombardiers. Les Mosquitos, ces jouets en bois, ont simplement ouvert les gaz et ont disparu à l'horizon, laissant les As de la Luftwaffe dans leur sillage, stupéfaits, humiliés, enragés. Ils venaient de se faire distancer par un avion sans armes. Ce jour-là, à Oslo, les bombes ont frappé le QG de la Gestapo avec une précision chirurgicale. Mais le véritable coup n'était pas sur la cible. Il était dans l'esprit de l'ennemi. Nous venions de leur prouver que toutes leurs règles étaient fausses. Nous venions de tromper la Luftwaffe. Et c'était mon idée. L'idée de l'ébéniste français. La revanche était en marche. Le raid d'Oslo n'était pas une bataille. C'était une humiliation. Et ce n'était que le début. L'avion qui ne devait pas exister, l'avion rejeté par la France, est devenu l'obsession de la Luftwaffe. Ils l'ont surnommé le fantôme de bois, Holzgeist. Nous, à Hatfield, nous l'appelions la merveille en bois, The Wooden Wonder. L'ennemi ne pouvait pas le combattre selon les règles habituelles. Comme je l'avais deviné, les radars Freya et Würzburg avaient un mal fou à le détecter. Sa signature radar, grâce à sa coque en bois, en colle et en balsa, était minuscule, souvent confondue avec un bruit de fond. Il ne le voyait que lorsqu'il était trop tard. Et quand il le voyait, il ne pouvait pas le rattraper. L'avion que le général Dupont avait qualifié de cercueil volant était devenu l'avion le plus sûr de la Royal Air Force. Le Mosquito avait le plus faible taux de perte de tous les bombardiers de la guerre. Pourquoi? Parce que mon idée folle était juste. La vitesse et l'armure, la légèreté et le bouclier. Et nous avons exploité cette tromperie. Nous avons exploité l'arrogance de l'ennemi. Le 30 janvier 1943, une date symbolique. L'anniversaire de la prise de pouvoir d'Hitler. Le Reichsmarschall Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, doit prononcer un grand discours à Berlin, retransmis à la radio dans tout le Reich, pour célébrer ses invincibles forces aériennes. Il se pavane devant le micro, et au moment précis où il commence à parler, le son des bombes retentit sur Berlin. Un raid en plein jour. Pas une armada de 1000 bombardiers,
Juste 3 Mosquito, 3 Sylph en bois. Ils ont traversé l'Allemagne à 8000 mètres, sans être vus, sans être interceptés. Ils ont largué leurs bombes sur la capitale, forçant le grand Göring à courir aux abris, interrompant son discours. La radio a dû passer de la musique militaire. C'était un coup de poignard. Ce n'était pas une attaque militaire, c'était une attaque psychologique. C'était moi, Étienne Varine, l'ébéniste, qui disait « coucou » au Reichsmarschall. La rumeur dit que Göring est entré dans une fureur noire. Il aurait hurlé à ses ingénieurs. Nous avons l'aluminium, nous avons les usines. Et eux, les Anglais, ils construisent un avion magnifique en bois de piano. Et il est plus rapide que tout ce que nous avons. C'est exaspérant. Il était jaloux. Le chef de la Luftwaffe était jaloux de mon caprice d'ébéniste. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de le copier. Le Focke-Wulf. Ta 154, ils l'ont même appelé le Mosquito. Un échec. Un désastre. Ils ne pouvaient pas le faire. Parce qu'ils n'avaient pas le savoir-faire. Ils n'avaient pas l'expertise du bois moulé. Ils n'avaient pas les cols à résine que j'avais apportés dans ma boîte à bonbons. Leur Mosquito allemand s'est littéralement désintégré en vol. La colle ne tenait pas. Ils ne pouvaient pas copier la machine parce qu'ils n'avaient pas l'artisan. Ils n'avaient pas l'homme du bois. Mon avion n'était pas seulement une machine, c'était une philosophie. Et cette philosophie était en train de gagner la guerre. Le Sylph n'était pas qu'un bombardier, c'était un caméléon. C'était l'avion qui trompait tout le monde. Sans armes défensives, nous l'avons transformé en chasseur lourd, le Fighter Mosquito, FBMKV-6. Nous lui avons greffé 4 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses, 303 dans le nez. Il est devenu le chasseur de nuit le plus redoutable de la guerre, traquant les bombardiers allemands au-dessus de leurs propres aérodromes. Nous lui avons mis un radar. Nous l'avons envoyé en reconnaissance photo, si haut et si vite que personne ne pouvait l'atteindre. Le cercueil volant est devenu l'avion multirôle par excellence. Il était tout ce que les autres n'étaient pas. Et puis, il y a eu la France. Ma France. Ma douleur. Mon pays était toujours occupé. La résistance se battait, mais la Gestapo était impitoyable. Et c'est là que mon invention est revenue. Non pas pour se venger, mais pour libérer. Le 18 février 1944, opération Jéricho, la prison d'Amiens. Des centaines de résistants français y sont enfermés, condamnés à mort. L'exécution est imminente. La résistance envoie un message désespéré à Londres. Bombardez-nous, tuez-nous, mais tuez aussi les gardes, c'est notre seule chance. Une mission de bombardement en tapis. C'était un massacre. Mais pas pour le Mosquito. C'était une mission pour le Sylph, une mission de précision chirurgicale. 19 Mosquitos ont été envoyés. Ils ne volèrent pas haut, ils volèrent à 3 mètres du sol. Ils ont trompé les radars. Ils ont trompé les gardes. J'étais, encore une fois, dans la salle d'opération, le cœur serré à m'étouffer. Les rapports sont arrivés. Première vague a touché le mur d'enceinte. Mur ouvert. Deuxième vague a touché le bâtiment des gardes. C'était d'une précision d'ébéniste. Ils avaient utilisé des bombes à retardement pour laisser aux prisonniers le temps de s'échapper. Ce jour-là, 258 prisonniers se sont évadés. Des dizaines de chefs de la résistance, essentiels pour le jour J, ont été sauvés. Mon avion, l'avion inutile du général Dupont, venait de sauver le cœur de la résistance française. Août 1944. Je suis revenu à Paris, dans une Jeep conduite par un soldat britannique. La ville était en liesse. Je ne portais pas d'uniforme. J'étais toujours Étienne Varine, l'ingénieur civil. Je suis retourné à mon ancien atelier, rue de la Convention. Il était vide, pilé, mais debout. J'ai marché jusqu'au ministère de l'Air. Le bâtiment était criblé d'impacts de balles. Le général Dupont avait disparu, probablement en fuite, ou arrêté pour collaboration, ou mort dans l'anonymat de la défaite qu'il avait aidé à créer. Je me suis assis sur un banc en face. L'ironie était cosmique. L'avion que la France avait rejeté était devenu l'outil le plus polyvalent, le plus craint, le plus respecté de la guerre. Il avait été construit par des ébénistes anglais grâce au plan d'un fou français. Il avait trompé la Luftwaffe, il avait rendu Göring fou de jalousie, et il avait libéré des héros français de leur prison. Mon nom n'apparaîtrait jamais dans les livres d'histoire. J'étais l'ingénieur anonyme, mais je savais. En regardant un Spitfire voler au-dessus des Champs-Élysées, j'ai souri. L'acier était magnifique, mais c'était le bois, mon bois,
qui avait eu le dernier mot. L'ébéniste avait gagné.